Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouveau webinaire pour vous montrer les nouveautés de la plateforme FileMaker 15. Tout d'abord, je me présente, Douglas Wallis, responsable technique pour FileMaker sur l'Europe du Sud. Un petit point avant au niveau technique, si vous avez des problèmes de connexion au niveau de logiciel GoToWebinar, le plus simple est généralement de cesser la connexion avec GoToWebinar et de se reconnecter avec le lien que vous avez reçu par email. Le deuxième chargement devrait mieux se faire. Par ailleurs, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur notre site FileMaker Community et nous mettrons essentiellement aussi sur le site de YouTube, sur la page FileMaker, ce qui vous permettra de pouvoir revoir ce webinaire si vous en avez besoin. Donc tout d'abord, je vais commencer sur une partie un petit peu de slides où on va vous montrer les nouveautés de la 15 et sur une deuxième partie, une partie démo où on vous montrera les nouveautés de la FileMaker 15 sur toute la partie de la plateforme entre FileMaker Pro, Go et le serveur. Donc essentiellement, FileMaker 15, on travaille toujours de la même manière, c'est faciliter en fait la création de vos apps personnalisées et d'ajouter de la performance dans les solutions que vous allez créer. Donc qui est FileMaker? Donc pour revenir rapidement pour ceux qui ne connaissent pas forcément la vie de FileMaker, FileMaker est une filiale d'Apple depuis environ 25 ans. FileMaker existe depuis maintenant plus de 30 ans. Nous avons livré plus de 25 millions de licences à travers le monde et toujours en 15 langues, des langues principales européennes ainsi que des langues en russe, en polonais, une version pour le Moyen-Orient, mais aussi une version japonaise et coréenne, qui fait que FileMaker a une situation mondiale qui est très importante. Au niveau des téléchargements de FileMaker Go, aussi bien sur iPhone, sur iPad, nous avons récemment passé la limite des 2 millions de téléchargements, ce qui montre pour un logiciel plutôt orienté business, une bonne utilisation sur la plateforme iPad, iPhone. Donc FileMaker est toujours là en fait pour aider les utilisateurs à pouvoir améliorer le travail quotidien des utilisateurs. Donc l'idée, c'est généralement, vous avez des processus qui sont parfois inefficaces, l'information est dispersée à droite à gauche, et les technologies sont soit vieilles ou rigides et ne permettent pas de faire évoluer facilement l'utilisation du produit. Donc essentiellement, la majeure partie des clients qui viennent par FileMaker utilisent soit des systèmes avec du papier, donc imprimer des documents, ou des fichiers Excel qui sont un petit peu se trouvent un peu partout, ou différentes solutions sur d'autres bases de données, avec des interfaces qui ne sont pas vraiment utilisables par les utilisateurs de l'entreprise ou par vos clients qui pourraient bien se connecter dessus. Donc l'idée principale de FileMaker est de pouvoir en fait regrouper toutes ces informations dans un fichier commun, qui sera sur le serveur de FileMaker Server, donc qui sera plus facile au niveau du déploiement et à l'accès de l'utilisateur, et surtout d'être sûr de ne pas avoir des fichiers qui se trouvent à droite à gauche. L'envoi de fichiers Excel par email à travers une vingtaine de personnes a toujours créé des problèmes, et grâce à FileMaker, on peut éviter d'avoir trop de problèmes. Le gros avantage aussi, c'est au niveau de la technologie. Il est possible d'utiliser FileMaker Pro ou Pro Advanced pour les clients ou le Go, aussi bien sur des machines Windows, des Mac, des iPhones, des iPads, et avec la partie FileMaker Web Direct, de pouvoir utiliser une solution FileMaker depuis un navigateur web, aussi bien sur du Mac, du Windows que de l'iPhone, mais aussi sur des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones Android. Donc où se situe FileMaker essentiellement au niveau de la facilité de création d'applications personnalisées. Sur ce graphe, en fait, vous avez deux milieux qui sont assez importants. Vous avez la partie des apps qu'on peut trouver sur l'App Store ou sur Google Play, qui sont directement faciles à déployer, faciles à développer, mais qui ne permettent pas en fait de déploiement. Vous allez acheter une application pour votre iPad peut-être, qui va faire une partie de votre travail, et par contre dessus, vous n'allez pas pouvoir faire de modifications au niveau des modèles, au niveau de la base par derrière. De l'autre côté, vous avez la possibilité de créer vous-même, à travers un développeur, une solution de A à Z. Mais là, le problème, c'est que même si vous pouvez tout faire, il va falloir avoir une connaissance assez importante au niveau du code pour pouvoir faire ces applications. Donc FileMaker se trouve un petit peu entre les deux. Vous avez une facilité de développement et déploiement assez importante. Au niveau du déploiement, il suffit de mettre sa solution
sur le FileMaker Server et toutes les personnes qui ont accès à ce serveur pourront accéder à votre solution. Et par contre, vous avez aussi, de la même manière, une grande possibilité de pouvoir créer votre application suivant vos besoins. Donc au niveau des nouveautés de la 15, on a vraiment essayé de remettre l'accent en fait sur 5 pôles distincts les uns des autres, mais qui travaillent bien ensemble. Et surtout, c'est d'améliorer l'utilisation de chaque nouveauté, de bien faire comprendre à tout le monde ce qu'elle peut faire. Dans les versions précédentes, on faisait souvent beaucoup de nouveautés que les gens avaient du mal à comprendre au début, ils prenaient pas mal de temps à incorporer dans leur système. L'idée maintenant, c'est dès le début, avec une nouvelle version, de pouvoir utiliser toutes les nouveautés qu'on apporte le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc les 5 points sur lesquels on s'oriente sur FileMaker 15 et les versions qui vont suivre. Tout d'abord la mobilité qui est très importante. De plus en plus, les utilisateurs ont besoin d'accéder à leurs solutions depuis le terrain, à partir d'un iPad, d'un iPhone ou même d'une tablette Android. Toute la partie qui va gérer l'automation et l'intégration de FileMaker. Donc on va pouvoir plus facilement créer ces scripts et surtout pouvoir connecter FileMaker à d'autres systèmes dans l'entreprise. Toujours la facilité d'utilisation, il est toujours important de pouvoir facilement commencer à utiliser FileMaker sans être avoir trop peur de comment fonctionne FileMaker et surtout au niveau de l'interface, de bien comprendre comment tout fonctionne. Au niveau de la sécurité, on a rajouté de nouveaux certificats SSL, des alertes pour vraiment vous faire comprendre l'importance de la sécurité dans votre solution. Et au niveau des performances, on a rajouté quelques outils pour vraiment aider la facilité d'utilisation d'une solution FileMaker sur le terrain. Donc tout d'abord la partie FileMaker Go et WebDirect. Dans le FileMaker Go, donc on a rajouté toutes les nouveautés qu'on peut trouver sur les iPads et les iPhones, donc le Touch ID, l'extension d'app, la prise en charge d'iBeacon et de 3D Touch, et surtout la grosse nouveauté qui est très importante au niveau de FileMaker WebDirect, c'est la compatibilité avec tous les appareils mobiles, smartphones qu'on peut trouver sur le marché. Donc, tout d'abord la prise en charge de la fonctionnalité Touch ID, donc vous trouverez ça sur les derniers iPads et les derniers iPhones. Ça fonctionne très facilement, ça permet en fait de pouvoir utiliser cette fonction Touch ID pour sauvegarder ses mots de passe dans le trousseau d'accès de votre iPhone et donc éviter d'avoir à chaque fois à retaper le nom d'utilisateur et le mot de passe, comme vous pouvez le faire par exemple sur votre FileMaker Pro sur votre Mac ou sur votre Windows. Au niveau des extensions d'app, donc c'est une nouveauté qui est apparue dans iOS 8 et qui permet à travers les applications qui se trouvent sur un iPad ou un iPhone de pouvoir communiquer avec d'autres applications. Donc on a travaillé dessus pour faciliter tout le processus, pour pouvoir exporter des fichiers de votre solution FileMaker et de pouvoir travailler sur ces fichiers sur une autre application sur votre iPad. Donc dans l'exemple que je vous montrerai, c'est essentiellement prendre un PDF qui se trouve dans votre FileMaker Go et de l'exporter vers un logiciel qui fait de la manipulation PDF et de pouvoir réincorporer ce PDF dans votre solution. Essentiellement, la chose qui est importante au niveau de l'iOS, c'est les applications travaillent dans ce qu'on appelle le sandbox et l'application ne peut uniquement utiliser les ressources qui se trouvent dans son petit monde. Donc une application n'a pas le droit d'aller chercher des documents, de travailler sur des documents qui se trouvent dans une autre application. D'où l'idée de pouvoir ces extensions qui vont permettre en fait de copier des fichiers depuis une application vers une autre. La prise en charge d'iBeacon, donc iBeacon est une technologie développée par Apple, et en fait les iBeacon ce sont des petits appareils, des petits émetteurs radio qui envoient un signal vers d'autres appareils. Donc ça utilise la technologie qu'on appelle Bluetooth Low Energy, donc c'est des outils c'est un appareil qui envoie un petit signal grâce à une petite batterie, et on peut contrôler l'émission de ce signal. On peut faire pas mal de choses avec. Et l'avantage de iBeacon, c'est qu'on peut en fait créer des solutions dans lesquelles on va utiliser la localisation de l'iBeacon. Donc un exemple qui se fait de plus en plus, c'est dans les musées. Par exemple, vous mettez un iBeacon, un petit appareil derrière un tableau ou une sculpture,
Et là, votre solution FileMaker, avec une nouvelle fonction qu'on a créée dans FileMaker, va faire une requête pour trouver tous les iBeacons qui se trouvent autour de vous, de votre par exemple, iPhone. Et dès qu'elle va récupérer un iBeacon, elle va recevoir des informations de cet iBeacon pour dire je suis bien là, voici mon identifiant, je me trouve à 1 mètre de vous, et donc après on va pouvoir faire tourner des scripts. Donc je vous ferai une petite démo après qui vous montrera un petit peu clairement ce que l'on peut faire avec un iBeacon. Dans la part des FluidiTouch, Touch, donc c'est une fonction qui existe sur les derniers iPhone 6S et 6S Plus. Quand vous appuyez relativement longtemps sur l'icône d'une application, vous allez avoir un menu qui apparaît. Donc sur la partie de FileMaker Go, vous aurez vos 3 derniers fichiers qui ont été ouverts par FileMaker qui vont apparaître et l'accès au centre de démarrage de votre FileMaker Go. Donc au niveau du FileMaker Web Direct, donc maintenant nous faisons le support entièrement sur tous les mobiles, aussi bien iPhone que Windows Phone que téléphone Android et des tablettes Android. Donc très pratique pour pouvoir faire une utilisation ponctuelle de votre solution depuis un navigateur web. Donc on a dû énormément travailler sur la barre d'outils à l'intérieur du Web Direct pour pouvoir utiliser facilement FileMaker Web Direct sur des téléphones avec des écrans un peu plus petits que des tablettes. Donc fonction est très pratique. De plus en plus, cette utilisation se fait essentiellement dans les grandes entreprises ou les petites entreprises qui achètent de plus en plus maintenant des iPhones pour leurs employés, mais qui prennent la décision en fait pour faciliter l'utilisation et éventuelle la sécurité, de ne pas permettre à leurs employés de pouvoir télécharger des applications sur leur iPad. Donc on leur donne leur iPhone. Donc on leur donne un iPhone avec toutes les applications préchargées par Apple, et on va leur dire généralement vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a dessus, par contre vous ne pouvez pas installer de nouvelles applications. Donc pour avoir accès à votre solution FileMaker, vous utiliserez le Safari pour avoir accès à travers FileMaker Direct à la solution d'entreprise. On a aussi optimisé donc tous les menus pour la gestion de la modification des données justement sur ces appareils mobiles pour pouvoir travailler correctement sur des appareils qui pourraient avoir des écrans un peu petits. Donc tout au niveau de la performance, de l'intégration et de l'automatisation de FileMaker, on a travaillé sur 2 points, donc au niveau de l'espace de travail de script qui a été mis en place sous FileMaker 14. On a rajouté 2 options, donc une option en fait de surlignage d'erreurs, donc si vous importez des scripts d'une autre solution, on pourra les faire apparaître avec une erreur s'il manque quelque chose dans votre script. L'option d'annuler les modifications, donc on crée une pile d'annulation au sein de l'espace de script, et en utilisant la fonction POM-Z ou Shift-POM-Z, on aura la possibilité de revenir en arrière sur les modifications que l'on aura pu faire dans la solution. Une nouvelle fonction aussi qu'on a mis en place sur les Macs, c'est la mise à jour au sein même de FileMaker Pro. On utilise un logiciel qui s'appelle Sparkle, qui est souvent utilisé sur des Macs, sur des logiciels tels que VLC, qui est relativement connu, ou BBEdit, ou des logiciels qui vous permettent de faire de la manipulation de données. Le gros avantage essentiellement, c'est au lieu d'aller sur notre site pour télécharger les mises à jour des nouvelles des versions comme la 14.01, la 14.02, il sera possible maintenant directement depuis FileMaker de télécharger une mini mise à jour qui mettra à jour uniquement la partie importante de FileMaker Pro qui ne fonctionne pas ou qui est modifiée. Donc c'est très pratique si on a des mises à jour de sécurité. On n'a pas plus besoin d'envoyer des emails à beaucoup d'utilisateurs pour leur dire allez sur notre site pour télécharger une version. Directement, dès que le client va démarrer son FileMaker Pro, il aura un message pour dire il y a une mise à jour à faire. Elle pèse entre 10, 15 ou 20 mégaoctets. Vous pouvez la télécharger directement dans l'application et la mise à jour se fera toute seule. Donc ça relativement pratique pour l'utilisation. Donc je vous montre les options de modification. C'est relativement très simple et bien utile quand on fait beaucoup de scripts. Pareil pour les erreurs, vous verrez, elles apparaîtront en rouge. Je vous ferai une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Mais c'est très pratique quand on a des scripts qui sont relativement longs. Pareil pour la mise à jour. Une petite fenêtre qui apparaît et qui vous indiquera qu'il y a une mise à jour à faire pour votre FileMaker Pro ou Pro Advance.
Sur la partie l'adaptateur ESS, donc le ESS est une technologie que nous avons mis en place depuis FileMaker 9. Donc c'est la possibilité de pouvoir connecter FileMaker à des sources SQL externes. Et actuellement, jusqu'à la 14, on pouvait se connecter à des bases Oracle, Microsoft SQL Server ou MySQL. Et essentiellement, euh, en discutant avec des partenaires, avec des utilisateurs, on a senti qu'il y avait toujours une demande pour pouvoir se connecter à d'autres systèmes. Donc avec l'entreprise qui travaille pour créer l'adaptateur ESS des anciennes versions, nous avons travaillé pour pouvoir créer un nouvel adaptateur qui va pouvoir se connecter à d'autres bases sur le marché. Essentiellement, il vous faut toujours en fait ce qu'on appelle des drivers au DBC pour pouvoir connecter deux bases distinctes. Donc à travers l'adaptateur, maintenant on va pouvoir se connecter à des bases relativement connues du marché, tels que le DB2 de IBM et le PostgreSQL. Donc le DB2 est un système qui existe depuis très longtemps et qui marche essentiellement sur des systèmes AS400 qui sont encore utilisés énormément dans des grandes entreprises ou même dans des entreprises au niveau de la production ou de la gestion de gros stocks. Pourquoi avoir créé en fait un adaptateur? C'est que essentiellement les systèmes DB2 marchent avec des vieilles technologies pour créer les interfaces et la demande de plus en plus de clients est de dire ma base de données DB2 fonctionne correctement. Par contre, j'ai besoin de pouvoir avoir de la mobilité. J'ai besoin, depuis mon iPad, de pouvoir avoir accès à mes données, comme j'avais accès avant depuis généralement mes PC. Donc l'idée maintenant d'avoir l'adaptateur, c'est qu'on va pouvoir créer en fait dans FileMaker des solutions d'interface qui vont pouvoir directement se connecter sur une base DB2. Donc FileMaker, en fait, on va utiliser la technologie, la facilité de déploiement pour avoir une solution en fait qui n'aura elle-même pas de données à l'intérieur du fichier FileMaker, mais qui fera office en fait de visualiseur, de données sur les bases DB2 et PostgreSQL. Donc on travaille aussi pour faire avec d'autres bases de données qui sortiront sur le marché dans les années à venir ou d'autres technologies. Donc vraiment l'idée sur cette partie-là, c'est de montrer que l'avenir de FileMaker est de pouvoir se connecter à d'autres systèmes le plus facilement possible et d'utiliser une grande force de FileMaker, c'est de pouvoir créer facilement des interfaces qui fonctionneront aussi bien sur des Mac, des Windows que sur des iPads ou des iPhones et aussi des Android, des tablettes ou des téléphones Android en WebDirect. Donc au niveau de toute la partie personnalisation et création de solutions dès le démarrage, une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que FileMaker, en fait, vu qu'on livre 25 millions de licences, on joue aussi bien avec des personnes qui utilisent FileMaker depuis longtemps, de très longtemps, des grosses entreprises qui utilisent FileMaker à un niveau très technique, mais aussi bien des nouveaux utilisateurs. Donc une partie de ce que vous avez quand vous téléchargez FileMaker Pro, c'est tout au début, vous avez les solutions de démarrage. Jusqu'à la 14, on en livrait 16, qui étaient simples, qui pouvaient faire beaucoup de choses. Donc il y avait une gestion d'événements, une gestion de contacts, très facile à déployer, il suffisait de mettre sur son serveur, et tous les utilisateurs y avaient accès sans problème. Un des problèmes sur lequel beaucoup de personnes revenaient nous, c'est les premiers utilisateurs qui arrivaient étaient un petit peu perdus au niveau du démarrage. Donc l'idée, c'est nous on a reconstruit une nouvelle page d'accueil quand vous démarrez la solution pour vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez trouver. Et surtout, c'est qu'on a rajouté 4 nouvelles solutions de démarrage qui sont beaucoup plus simples que les autres solutions. Donc on a rajouté une gestion de contact, de stock, d'événements et d'inventaire. Et l'idée, essentiellement, c'est de dire vous pouvez commencer à utiliser cette mini-solution dans laquelle il n'y a qu'une seule table, peu de scripts, c'est des modèles qui sont très simples à comprendre et qui permet à l'utilisateur de pouvoir commencer à l'utiliser, faire quelques modifications sans se sentir perdu par certains scripts qu'on avait sur les anciennes solutions. Donc si vous preniez par exemple la gestion d'événements qu'on va toujours livrer dans la 15 en solution démarrage, nous avions pas mal d'utilisateurs qui commençaient à l'utiliser et qui très rapidement se disaient okay, ça fonctionne pour moi, j'aurais voulu modifier une partie des modèles ou une partie des scripts, par contre très rapidement je me sens perdu. Et en fait on les lançait directement un petit peu dans les profondeurs de FileMaker sans vraiment leur faire comprendre comment FileMaker fonctionne en mode très simple. Donc l'idée essentiellement c'est de faciliter l'entrée dans FileMaker, que les gens comprennent les bases
Si au bout d'un moment ils s'aperçoivent qu'ils veulent faire une solution complexe et qu'ils n'ont pas forcément le temps de développer, parce qu'on a toujours une autre activité, soit on peut être boucher, travailler dans une PME avec une activité très spécifique, on n'a pas forcément le temps de pouvoir tout développer. Donc c'est là où on va pouvoir faire appel à un membre de l'alliance de nos partenaires, donc le FileMaker Business Alliance, qui pourra justement travailler avec ces personnes pour créer des solutions personnalisées suite à leurs demandes, mais l'utilisateur final aura compris quand même la base de FileMaker. C'est là où c'est toujours important, c'est de vraiment pouvoir comprendre ce que peut faire le logiciel et sans en avoir peur lorsque l'on crée des nouvelles solutions. Mais il aura toujours la possibilité de pouvoir utiliser un fichier Excel, de pouvoir l'incorporer ou de créer une solution de zéro et de créer ses modèles, toute la base et tout le contenu le plus facilement possible. L'idée, c'est vraiment que la première utilisation de FileMaker ne fasse pas peur aux nouveaux utilisateurs de FileMaker. Au niveau de l'aide, donc pour ceux qui utilisent FileMaker depuis longtemps, l'aide était toujours incorporée dans FileMaker, aussi bien sur le Mac que sur le Windows. Ça fonctionnait pas trop bien, c'était un petit peu lent. Donc on a passé ça sur un système, une aide en ligne, qui permet justement d'utiliser toute la puissance des navigateurs, de créer un système qui marche beaucoup mieux. Pour faire des mises à jour, pour nous, c'est beaucoup plus simple aussi. S'il y a des problèmes de traduction entre la version américaine et la version française, il est beaucoup plus simple de les mettre en ligne. Il y a toujours la possibilité de pouvoir télécharger cette aide dans un fichier PDF. Et l'idée, essentiellement, dans le futur, c'est de pouvoir mettre un peu plus d'exemples dans cette aide en ligne, si des personnes ont du mal à comprendre certaines actions de script ou fonctions qu'on leur a mis en place dans la version actuelle ou les versions à venir. Au niveau de l'interface, donc on a un petit peu rajouté des coloris au niveau des différents boutons pour que les utilisateurs puissent vraiment voir la différence entre les différents outils qu'on offre. C'est vrai que sur 14 c'était un petit peu gris et blanc, donc parfois un petit peu dur pour trouver ce que je cherchais. L'idée c'est de remettre un peu plus de couleurs dans la barre et essentiellement au niveau de l'inspecteur aussi, d'avoir un visuel plus agréable et plus facile à comprendre. Donc au niveau de la sécurité, quelque chose qui est très important chez nous FileMaker, qui est aussi très important chez Apple. Donc on a rajouté quelques alertes à différents endroits quand on fait des connexions avec par exemple le FileMaker Server. On a rajouté des nouveaux certificats SSL et on a également mis une zone d'édition masquée pour pouvoir cacher en fait certains caractères qui peuvent être tapés par les utilisateurs. Donc au niveau des alertes, vous en verrez certaines essentiellement quand vous allez connecter la première fois à un serveur, vous aurez des messages d'alerte pour vraiment faire comprendre que la sécurité est importante. Sur les certificats, on a rajouté en fait des nouveaux certificats SSL avec qui s'appellent des certificats génériques. Donc par exemple, vous avez votre nom de domaine. Donc, par exemple, c'est généralement on achète www.filemaker.com. Si par exemple vous avez besoin d'utiliser FileMaker dans une grosse entreprise, en utilisant le certificat SSL générique, donc c'est l'astérix.filemaker.com, ça vous donne plus d'accès aux différents systèmes d'entreprise. Nous avons aussi les certificats qu'on appelle SAN, Subject Alternate Names, qui permet d'avoir en fait différentes sous-noms de domaine pour un site internet. Donc par exemple, si vous avez france.store.filemaker.com, ces certificats-là pourra le gérer. On a aussi mis en place des partenariats avec d'autres providers de SSL. Donc les deux gros essentiellement InCommon et DigitCert. Donc InCommon est énormément utilisé dans le milieu de l'éducation universitaire et toute la partie de DigitCert qui avait beaucoup de demandes au niveau de l'Europe, car pas mal de pays utilisent ce provider pour avoir leur certificat SSL. Sur la zone d'édition masquée, en fait, donc c'est juste un masque qu'on rajoute au-dessus d'une rubrique. Il n'y a pas de sécurité derrière, donc il n'y a pas d'utilisation de cryptologie derrière sur le texte qui va être tapé. C'est uniquement au niveau du masque où on va transformer tous les caractères en points noirs, un petit peu ce qu'on peut retrouver sur des sites internet, donc qui va permettre en fait sur une interface d'avoir un utilisateur qui va pouvoir en fait taper son mot de passe et chaque caractère sera remplacé par un point noir pour éviter qu'une personne puisse voir derrière ce qui se passe.
Au niveau de la performance, donc deux outils qu'on a rajoutés qui vont être relativement pratiques pour certaines connexions. Donc tout d'abord ce qu'on appelle la barre de progression intégrée au portail. Essentiellement on a travaillé pour améliorer les transferts de données depuis le serveur vers les clients, surtout quand on est en mode sur des connexions en WAN, donc connexion sur Internet à distance. Une des particularités de FileMaker depuis très longtemps, c'est que tout le système était basé sur des utilisations en interne, donc sur des réseaux locaux, où il y a peu de distance à parcourir entre les clients pro et le serveur. Essentiellement, on utilise de plus en plus FileMaker sur des iPads ou des connexions à distance depuis chez soi ou depuis le terrain, depuis un Mac ou chez un client. Et donc, ce qu'on a fait, c'est essentiellement d'améliorer le transfert des données entre le serveur et le client. Et on a coupé les données par rapport à la table dans laquelle trouvent ces données. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est que quand vous avez un modèle, FileMaker va d'abord envoyer toutes les informations sur le modèle, donc les boutons, tout ça, et on va envoyer uniquement les données de la table active. Donc, si vous avez des portails, ce que va faire FileMaker, en fait, ce qu'on appelle du multithreading, elle va couper, elle va uniquement envoyer les données de la table active du modèle que vous regardez, et une fois que ces informations sont arrivées sur le client, elle va ensuite aller chercher les informations qui se trouvent dans le portail. Donc, ce qui permet de pouvoir recevoir toutes les informations du modèle actif et de la table active, de pouvoir commencer à travailler dessus sans avoir à attendre que toutes les informations du portail soient chargées. Donc, si vous avez une solution dans laquelle vous avez pas mal de portails et vous connectez à distance, avant il fallait attendre que toutes les informations qui se trouvent sur le modèle, aussi bien portail que table active, soient chargées pour pouvoir utiliser. Là maintenant, en fait, il n'y aura pas besoin d'attendre que la totalité des informations du portail soit chargée pour pouvoir l'utiliser. Une autre chose aussi, c'est au niveau de ce qu'on appelle la consignation des statistiques. Donc on va pouvoir, à travers la console admin de FileMaker, récupérer tout ce qu'on appelle les appels les plus longs sur la modification de la structure. Donc toutes les modifications, par exemple, quand un utilisateur va créer un nouvel enregistrement, il va avoir une ligne dans le de stats pour dire tel utilisateur a créé un enregistrement. Donc c'est pas un audit, il va pas vous dire quelle rubrique a été modifiée, enfin quelle donnée de telle rubrique, de tel modèle a été modifiée. Il va juste vous dire un utilisateur a créé un enregistrement, un utilisateur a effacé un enregistrement, un utilisateur a chargé des données binaires dans un container depuis son iPad, donc des informations comme ça. Donc c'est essentiellement pour trouver des erreurs dans votre solution quand elle est utilisée depuis l'extérieur. Il faut faire attention, c'est une fonction en fait qui ne s'active manuellement sur le serveur et qui peut utiliser un petit peu de pouvoir d'énergie de votre serveur. Il ne faut pas l'avoir tout le temps parce que quand on écrit un log, comme sur n'importe quel système, un log veut dire il y a pas mal d'informations qui sont écrites et donc il faut savoir l'utiliser correctement et sans trop travailler dessus. Et c'est pratique quand on a des problèmes en fait de connexion et de savoir quel utilisateur a un problème par rapport à ses collègues. Donc maintenant, je vais passer à la partie en fait de la démonstration pour vous montrer en fait comment ces exemples fonctionnent. Donc je vais commencer en fait sur la partie sur mon iPad Pro pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, voilà l'écran de mon FileMaker Go sur mon iPad Pro. Et donc on a créé une petite solution en fait pour faire toutes les démonstrations qui s'appelle GrabBag et qui nous permet en fait de pouvoir vous montrer toutes ces fonctionnalités. Donc je vais le démarrer. Donc je tape mon mot de passe et l'utilisateur, et donc je rentre dans ma solution. Donc toujours la même fonctionnalité, si vous utilisez les trois doigts, vous allez pouvoir enlever les menus d'en haut et d'en bas. Donc la première fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est au niveau de ce qu'on appelle les extensions d'app. Donc les quatre fonctions que en fait vous allez pouvoir utiliser avec l'extension d'app, c'est tout d'abord de pouvoir importer dans le sandbox de FileMaker des fichiers FileMaker qui peuvent se trouver chez un provider de iCloud. Donc soit iCloud Drive, bien Dropbox, Pub.net, enfin un peu tous ces providers des solutions cloud. Et vous allez pouvoir directement
le sauvegarder depuis votre iCloud vers votre FileMaker Go. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez pratique, hein. Et donc, par exemple, vous avez mis un fichier sur votre Dropbox, hein. Depuis votre iPad, vous allez le télécharger, hein. Vous allez faire les modifications, et puis après, vous allez pouvoir réexporter ce fichier, hein, directement depuis cette partie. Mais aussi, vous pouvez faire pareil si vous avez sauvegardé des PDF, des photos ou des vidéos dans le sandbox de votre FileMaker, donc dans le fichier, dans le répertoire documents de FileMaker, vous pourrez faire la même chose, les réexporter, hein, vers votre système cloud. La possibilité aussi maintenant de pouvoir directement importer dans vos containers depuis d'autres endroits, donc depuis d'autres locations, donc aussi bien par exemple un gestionnaire de PDF sur votre machine, ou bien directement depuis iCloud Drive ou Dropbox. Et la partie aussi qui est relativement pratique, hein, c'est d'avoir pouvoir maintenant la possibilité de pouvoir exporter des fichiers qui se trouvent dans FileMaker, hein, dans votre solution FileMaker, et de pouvoir les utiliser dans une autre application. Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, hein, j'ai un PDF, hein, donc qui est un PDF en fait qui est créé automatiquement par ma solution FileMaker, dans lequel pour chaque client, je vais mettre la bonne adresse, le bon numéro de téléphone, mais après je pourrais peut-être avoir à l'intérieur un contrat spécifique qui n'est pas trop modifié, hein, et je n'ai pas envie de modifier le texte derrière. Par contre, le client veut dire, bon, vous me dites que vous allez peut-être venir tous les 60 jours, ce serait une information que je voudrais modifier, hein, sur mon PDF à moi. Si l'utilisateur ou le commercial est chez le client, il a son iPad, avant c'était soit il mettait des notes d'un côté, hein. Là l'idée c'est de dire, je vais pouvoir en fait échanger, hein, ce PDF avec une autre application, faire les modifications de ce PDF et le réincorporer ensuite, hein, dans ma solution. Donc dans l'exemple que j'ai, je vais aller démarrer en fait mon logiciel de gestion PDF, qui s'appelle PDF Expert, hein, et je vais venir exporter, hein, le PDF et aller le copier, hein, dans l'autre application qui tourne sur mon iPad. Donc, je fais la continuer. J'ai la possibilité de ouvrir dans, donc je clique sur le bouton ouvrir dans, et là il va me dire je vais copier ce PDF vers PDF Expert. Donc, à chaque fois, il faut bien se souvenir que vous ne travaillez pas sur le PDF qui se trouve dans le FileMaker Go, vous travaillez vraiment sur un PDF qui se trouve dans l'autre application. Donc là, en fait, là, j'ai deux PDF ouverts, hein, c'est deux PDF distincts, donc le même contenu, hein, mais sont deux fichiers séparés. Et là, avec mon iPad, hein, avec mon Apple Pencil, hein, je vais pouvoir utiliser les fonctions et par exemple dire, au niveau des 60 jours, ça va pas aller, hein. Par contre, j'ai besoin de rajouter du texte en bas, donc des actualises, je peux mettre un petit peu tout ce que je veux, hein, dans mon PDF, hein. Ce sera après recopié vers le serveur. Donc là, j'ai fait une modification. Par contre, je vais dire l'adresse elle est mauvaise, à revoir. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'ai fait depuis FileMaker Go dans le sens inverse. Je vais aller en fait aller dire ouvrir ce PDF dans FileMaker Go en faisant une copie. Donc à chaque fois, vous verrez, quand vous verrez l'extension DAM, vous verrez copier dans. Donc là, je vais faire copier dans FileMaker Go. Ce PDF a été renvoyé dans le sandbox de FileMaker Go, hein, dans les répertoires de documents. Là, j'ai un petit bouton, un petit script, hein, qui va aller récupérer ce fichier, hein, et qui va venir l'insérer dans mon container, directement. Donc là, maintenant, j'ai pu en fait faire du multitasking proprement sur mon iPad Pro, hein, en utilisant deux apps, en même temps. Ça, c'est relativement pratique et surtout quand on est sur le terrain, quand on a des iPads, maintenant, on va pouvoir correctement en fait travailler, hein, sur deux applications en même moment. Donc, je peux fermer. J'ai même un bouton pour remettre mon PDF, hein, à zéro si j'en ai besoin. Je vais maintenant vous parler donc du iBeacon. Donc l'iBeacon est une technologie créée par Apple, hein, sur une base qui s'appelle Libri, qui a été remise en place par Apple, et qui utilise la partie importante en fait de presque tous les téléphones qui existent de nos jours. C'est ce qu'on appelle le Bluetooth Low Energy, donc c'est la possibilité d'envoyer un petit signal en Bluetooth, hein, sur une distance assez courte, hein, pour dire à un autre objet, voilà, il y a un objet ici, hein, qui est un identifiant,
et après, on peut faire tourner des scripts un petit peu dans tous les sens. Donc la fonction est très simple, ça s'appelle WenchBeacon, et dedans, en fait, vous mettez l'identifiant unique du beacon que vous avez, et après, vous allez pouvoir récupérer d'autres informations. Donc, les informations que vous pouvez envoyer au iBeacon, c'est son identifiant unique, qui peut être soit l'identifiant unique qui a été donné par le fabricant, et ensuite vous avez deux groupes, le groupe primaire et le groupe secondaire, que vous allez pouvoir vous-même gérer. Donc essentiellement, l'exemple qu'on donne, vous avez acheté un pack de 3 iBeacon, vous en avez besoin pour vous mettre dans votre bureau, vous allez dire, je vais en mettre un au rez-de-chaussée, un à l'entrée et un dans la cuisine, et puis un au deuxième étage. Et en fait, vous allez donner aux deux qui sont au rez-de-chaussée la même valeur au niveau du groupe majeur, le groupe primaire, donc le major group. Donc vous leur donnez la valeur de 0001. Et après, 002 pour celui qui est au premier étage. Et après, la valeur secondaire, donc le minor, ça va être vraiment l'identifiant unique de cette iBeacon suivant les étages. Donc vous aurez celui qui est à l'entrée qui sera le 01 et celui qui sera à l'arrière de la cuisine le 02. Et comme ça, dès que vous allez bouger, vous pouvez utiliser la fonction rangeBeacon, donc il va dire est-ce qu'il y a des beacons avec tel identifiant autour de moi. Il va vous dire oui, celui-là se trouve à telle distance de vous. Donc les informations après que vous allez pouvoir récupérer, c'est ce qu'on appelle la proximity, la proximité. Donc vous avez 4 valeurs, 0, 1, 2 ou 3. Donc la valeur, généralement, quand vous avez la valeur 0, c'est que votre solution est arrivée à trouver le beacon, mais n'arrive à pas calculer la proximité. Donc ça peut arriver, par exemple, s'il y a pas mal d'autres télévisions qui peut marcher un peu trop fort, ou pas mal de téléphones autour, ça peut créer un petit peu de dispersion. Si vous avez la valeur 1, c'est que l'objet est proche. Valeur 2, le beacon un peu plus loin. Et valeur 3, le iBeacon est beaucoup plus loin. Ensuite, derrière ça, vous allez avoir ce qu'on appelle le accuracy. Donc, c'est la distance qui vous sépare en mètres entre votre appareil et le iBeacon. Généralement, la valeur minimum que vous allez avoir, c'est environ 15 cm. Et puis après, ça va monter jusqu'à la valeur maximum que vous avez désigné l'émission du signal de votre iBeacon. Donc, suivant la qualité du iBeacon, elles peuvent aller jusqu'à 75 mètres. Il y en a certains même qui sont au marché qui vont aller jusqu'à 150, voire potentiellement 200 mètres pour des iBeacon avec des batteries un peu plus importantes et des émetteurs Bluetooth qui sont un peu plus importants. Et l'idée, c'est en fait d'envoyer sur une valeur, en fait, de dire j'envoie mon signal entre 2 et 5 mètres autour de moi, ce qui peut suffire suffisamment. Et la dernière valeur que vous allez récupérer, en fait, c'est le RSSI, qui est le taux de décibels renvoyé par le iBeacon. Donc, c'est une valeur qui est toujours négative, un peu comme le décibel. Donc, ça commence à moins 0 et puis après, ça descend. Donc, plus cette valeur a une valeur importante négative, plus il y a d'obstacles entre vous et le iBeacon. Quand vous arrivez, par exemple, si vous avez une distance entre vous et l'utilisateur final qui est à peu près d'environ 1,50 m, mais un taux de décibels qui est au-dessus des 140, c'est que ce beacon se trouvera derrière un mur. Donc ça sera une pratique. Et donc les valeurs que vous allez récupérer du beacon, donc là dans mon exemple, par exemple, j'ai trois beacons, les valeurs qui m'ont été renvoyées, vont dire le premier il n'est pas arrivé à le trouver, mais le deuxième était assez loin à 2,43 m avec un taux de décibels de moins 78, et la dernière valeur était un peu plus loin, 3,41 m, décibels de moins 83. Donc à chaque fois, voilà les informations que je vais pouvoir récupérer. L'ID de l'iBeacon, le UID, son groupe primaire et son groupe secondaire, sa proximité, la distance et le taux de décibels. Donc après, vous avez plein de possibilités de vous orienter dans un magasin. Donc si vous avez généralement le iBeacon, on peut l'avoir utilisé essentiellement dans l'application Apple Store sur votre iPhone ou iPad. Et dès que vous approchez d'un Apple Store, vous allez avoir une notification pour vous dire bienvenue à l'Apple Store Opera ou bienvenue à l'Apple Store Lyon Confluence. Et donc ça, c'est le iBeacon, les iBeacon qui se trouvent à l'entrée, qui envoie votre signal et l'application récupère l'identifiant et pour vous dire vous êtes bien arrivé au Lyon Confluence. L'utilisation qu'ils en font essentiellement aussi aux États-Unis dans les nouveaux Apple Store, c'est que quand vous approchez des tables de présentation des produits, automatiquement, vous avez votre iPhone ou iPad va vous dire tiens, vous êtes au niveau de la table des iPad Pro, et donc vous allez avoir la fiche avec les informations sur l'iPad Pro directement qui vont apparaître. Pareil, quand vous allez vous approcher d'un MacBook Air,
et ils travaillent éventuellement pour avoir ça sur tous les produits, hein, donc les haut-parleurs, les accessoires, et tout ça. Donc, il y a pas mal de possibilités derrière. Et c'est un domaine qui commence de plus en plus à se développer sur pas mal de plateformes. Donc au niveau du Touch ID, hein, donc le Touch ID, hein, très simple, hein, vous avez la possibilité hein, depuis FileMaker Pro hein, de pouvoir activer ou désactiver si vous voulez en fait que le trousseau d'accès soit utilisé hein, et que la personne puisse sauvegarder son Touch ID. Donc ce que je vais faire, je vais là sortir de ma version Pro de mon iPad, je vais aller rapidement sur mon FileMaker dans la même solution et là dans l'option de fichier, hein, je vais venir activer hein, l'autorisation de pouvoir accéder hein, au trousseau d'accès hein, et également de pouvoir utiliser la fonction Touch ID hein, en récupérant le passcode. Donc là, je fais OK. Je vais retourner dans mon iPad. Je retourne dans mon serveur. Je me reconnecte à ma solution. Ah, le Wi-Fi parfois est un petit peu capricieux. On va sortir rapidement. Non, bah, il a pas envoyé. Je vais reconnecter une fois. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir retaper mon mot de passe et mon utilisateur et ajouter ces informations dans le trousseau d'accès. Le Touch ID maintenant pourra être utilisé. Je fais se connecter. Je ressors de ma solution. Je re-rentre dedans. Et là maintenant, je vais pouvoir utiliser mon Touch ID pour pouvoir déverrouiller le trousseau et utiliser le mot de passe qui se trouve dedans. Si j'ai envie, si j'ai besoin d'enlever cette fonctionnalité de Touch ID, je peux fermer mon fichier et depuis les réglages de FileMaker Go, je vais gérer mon trousseau en tapant mon Touch ID et là je vais pouvoir en fait enlever l'entrée dans le trousseau qui faisait appel à Touch ID. Pratiquement simple d'utilisation et très pratique quand on a une utilisation sur laquelle on rentre relativement souvent. Si on a un iPad récent ou un iPhone récent, on pourra utiliser. Donc au niveau de, donc je vais rapidement passer sur la partie en fait la barre de progrès. Comment ça fonctionne? C'est très simple, comme j'ai expliqué. Ça va déjà d'abord, d'un premier cas, venir charger des informations en fait sur la table active, et puis après venir récupérer toutes les informations qui peuvent se trouver dans les portails. Dans mon exemple, le premier, j'ai d'un côté une partie où j'ai des données très simples qui ne sont pas triées, et de l'autre côté, j'ai un tri, donc une action à faire. Donc au lieu de bloquer tout mon système, c'est uniquement en fait le portail qui va travailler tout seul, et moi je vais pouvoir en fait aller directement dans d'autres rubriques sans avoir à attendre que l'action dans le portail soit terminée. J'ai la possibilité aussi, par exemple, de pouvoir récupérer, donc il va falloir faire un tri. Je peux rentrer très facilement dans une rubrique, taper des informations, sortir, sans avoir à attendre que l'activité au niveau du portail soit terminée. C'est en train de tourner et je peux changer dans mon panneau anglais très facilement. Là, j'ai un script qui va tourner et donc pour aller sur la troisième ligne de mon portail, quand je clique dessus, vu que l'action va devoir se faire sur le portail, ils vont fait attendre que l'action soit terminée sur le portail, donc le tri, et ensuite va aller sur la troisième ligne de ce portail. Là, c'est pour vous montrer les différentes tailles. Donc vous voyez bien sur la dernière colonne qu'il n'y a pas d'icône. La taille minimale en fait de l'icône est de 50 pixels par 50 pixels. Donc si vous avez, si vous vous retrouvez avec un portail qui fait moins, et ben il n'y aura pas d'icône qui va apparaître. Petite indication, mais il faut un petit peu faire attention quand même de ne pas faire des tableaux externes qui pourraient être trop petits, des portails trop petits.
Et la dernière partie, hein, là, donc j'ai deux pareils de portail avec un filtre. Donc là, ce premier icône que vous voyez, c'est pour vous indiquer que le filtre est en train d'être opéré. Donc on a mis une animation différente. Et une fois que le filtre sera terminé, hein, vous aurez en fait la deuxième animation pour vous montrer euh, l'activité en fait du tri hein, qui s'opère sur la base. C'est un petit peu lent parce qu'on a fait spécialement un fichier qui demande pas mal de travail pour vraiment voir correctement comment ça fonctionne. Donc voilà, et après le deuxième icône, la deuxième animation qui apparaît pour vous montrer le truc. Là, je vais repasser sur la version sur mon Mac. Donc pour vous montrer en fait la partie au niveau de l'espace de travail de script. Donc quand je rentre dans mon espace de travail de script, hein, là j'ai tous mes scripts. Hein. Par exemple, je vais sur un script de démarrage. Donc ça c'est un script de démarrage qui me permet d'aller sur le bon modèle. Hein. Et en fait, j'ai envie de modifier donc une partie. Donc je me dis bon, ces modifications là, j'ai besoin d'enlever. Ah, je suis allé trop loin. Avant, ce qu'il fallait faire, généralement, ce qui est assez complexe, c'est de dire oulala, je vais fermer mon script hein, sans rien regarder et retourner dedans et puis toutes les modifications que j'aurais pu perdre. Bah là, en fait, je vais faire juste pomme Z. Hein. Ça me permet de remettre toutes les animations que j'avais fait. Je peux aller en avant, revenir en arrière, faire un peu tout ce que je veux. Donc ça, c'est très pratique. Quand on fait par exemple une de modification et on se dit ah je suis allé trop loin, on peut revenir un petit peu en avant et en arrière. Ça c'est bien pratique. Et tant que vous ne sauvegardez pas ce script, hein, les annulations vont rester en mémoire. Donc il y a à peu près 1000 enregistrements d'annulations qui restent en mémoire. Et tant que ce script est ouvert, il ne sera pas effacé. Si j'ouvre un deuxième script dans un autre onglet, hein, les modifications resteront. Et par exemple, dès que je vais sauvegarder hein, ce script, hein, toutes les modifications, hein, donc tous ces changements qui ont été opérés hein, ne seront pas sauvegardés. C'est la seule partie sur laquelle il faut faire un petit peu attention. Une autre point important, c'est par exemple j'ai besoin d'importer un script que j'ai dans une autre solution. Donc j'ai la fonction script importer, et j'ai ma solution client donc on utilise pour d'autres démonstrations, et dedans j'ai 3 scripts que j'ai envie d'importer pour réutiliser dans cette version parce que je sais qu'en fait ils vont fonctionner, hein, leur base va fonctionner. Mais par exemple j'aurais peut-être des modifications à faire, hein, donc je les importe, il me dit le nombre, hein, s'il y a des erreurs, donc il m'a bien indiqué qu'il y avait des erreurs. Et quand je rentre dedans, je vois bien que dans celui-là, par exemple, j'ai une erreur hein, au niveau de la ligne 6 hein, pour exporter hein, en fait du contenu d'une rubrique. Hein, mais la table n'est pas là. Si je vais dans cet autre script, il va me dire voilà, vous avez toutes les erreurs en fait qui ont bien indiqué. Donc là, c'est des scripts qui sont relativement courts. Hein, donc généralement, on peut facilement voir les erreurs. Hein. Par contre, quand vous avez des scripts qui sont beaucoup plus longs, hein, qui vont être plus longs hein, que la taille de votre écran, ou si vous avez par exemple des scripts qui font 150-200 lignes, c'est parfois un peu plus compliqué hein, de pouvoir voir ces erreurs. Donc pour corriger une erreur, bah, il suffit d'aller dedans. Là, par exemple, changer un modèle, je vais sur le bon modèle, et automatiquement la ligne rouge de derrière va disparaître. Donc ça c'est bien pratique quand on a des scripts relativement longs, hein, ou quand on a et puis directement de voir l'erreur au niveau de ce script. Il y a quand même la possibilité de pouvoir sauvegarder même un script s'il y a une erreur. Quand on rentre dedans, vous avez toujours cette icône qui apparaît là pour cliquer dessus et dire détecter les problèmes, et il vous remontrera les problèmes s'il y en a. Donc, par exemple, dans un exemple là, j'ai pas de script, je vais pouvoir en fait importer ce script, hein, le faire marcher correctement pour ma nouvelle solution, hein, et le réimporter hein, et le réutiliser hein, en mode modèle pour l'incorporer dans la solution. Dans la partie zone d'édition masquée, donc là en fait j'ai la même rubrique, on vous la montre en 5 différentes manières, donc là sans information, donc j'ai bien à l'intérieur les informations pour me dire au niveau d'espace de texte réservé, hein. Donc vous voyez, ça n'apparaît pas, ce n'est pas transformé, hein, le masque n'est pas appliqué là-dessus. Dès que je rentre dedans et je commence à taper des informations, il va incorporer le masque dedans.
Donc ça se situe où? Eh ben, très facilement, si je vais dans le mode modèle, quand je clique dessus, dans mon inspecteur, au niveau des données ici, vous pouvez voir, j'ai le style de contrôle. Et donc c'est un style de contrôle qu'on a rajouté, comme si on avait mis une liste déroulante ou un jeu de cases à cocher. Donc derrière, en fait, vous n'avez pas de sécurité. Cette information n'est pas du tout encryptée par derrière. Elle est juste masquée. Donc les deux points sur lesquels il faut faire attention, par contre, c'est que les fonctions en fait de copie, de couper et de copier ne sont pas mis sur quand vous regardez en contextuel, parce qu'en fait, si vous copiez ça, vous allez en fait copier les boutons noirs et non le texte à l'intérieur. Par contre, elles vont pouvoir toujours être utilisées depuis un script. Donc si je vais dedans, je fais copier, j'enlève les informations. Si je reviens sur mon script et je fais copier, il va remettre cette information. Si je me mets dedans et je veux faire le copier-coller, ne sont pas activés, mais par contre je peux faire coller dedans. Parce qu'en fait ça va coller directement le texte qui après va être caché par le masque. Au niveau des caractères, donc là j'ai mon prénom, donc il y a 7 caractères. Quand je clique dedans, je vois les caractères qui ont été tapés, et quand je ne suis pas dedans, j'ai toujours 8 caractères qui vont apparaître. Donc, par exemple, si je rajoute mon nom de famille, si je ne clique pas dedans, j'aurai toujours 8 caractères, et là je verrai tous. Tous les caractères sont transformés, donc aussi bien les espaces que les retours à la ligne apparaîtront toujours comme un bouton. Donc par exemple, si je fais décopier et je mets mon prénom plusieurs lignes, quand je rentre dans le texte, vous voyez, c'est qu'une seule ligne, mais quand je rentre dans celui-là, ça apparaît que sur une seule ligne, et toujours quand je ne suis pas dans la rubrique active, je ne vais voir que 8 caractères. De la même manière, la barre de progression sur un Mac va fonctionner exactement pareil, et vous verrez toujours les mêmes icônes. Là, il fait un petit filtre. Donc ça, c'est une partie qui est relativement pratique, qui permet justement d'être sûr de pouvoir dire, dès que vous voyez ce script, ces icônes, cette animation, aussi bien sur des tablettes que sur vos Mac Pro, ces informations seront indiquer la même fonction en fait au niveau de FileMaker. Donc aussi, ce qu'on a rajouté dans FileMaker 15, on a rajouté une nouvelle manière de pouvoir en fait acheter ces licences FileMaker sur un modèle un peu plus simple. Donc on a gardé les anciens systèmes qui existent toujours, qui sont mis en place. Et là, on a mis en place un système en fait qui pour nous semble plus simple pour certains types d'utilisateurs. C'est ce qu'on appelle en fait le FileMaker pour les équipes. Donc essentiellement, c'est de basculer sur un modèle pour dire c'est le modèle utilisateur qui va être utilisé au lieu d'avoir un modèle matériel. Donc essentiellement, sur les versions de la 14, on vous demandait généralement, il vous fallait un serveur pour faire l'hébergement, gérer vos données dans un point central. Et après, on vous demandait combien de pros il vous faut. Et puis ensuite, on dit combien de Go ou de WebDirect vous allez avoir besoin. Donc il va falloir à chaque fois deux comptes différents, acheter du pro d'un côté, acheter ses connexions concurrentes de l'autre. C'était parfois un peu complexe, surtout pour la plupart de nos clients qui sont des PME entre 5 et 50 utilisateurs. Et ils disaient, moi en fait j'ai besoin de 25 utilisateurs. Je sais pas qui va faire du pro, ça peut du Go, ça peut bouger suivant les jours. Donc l'idée essentiellement c'est de dire maintenant vous prenez ce qu'on va appeler un FLT, FileMaker pour les équipes. Vous allez prendre votre serveur et donner le nom d'utilisateur que vous allez avoir au bout du compte. Et chaque utilisateur pourra se connecter comme il veut sur du pro, sur du Go ou du WebDirect. Donc le FLT 10, vous aurez 10 utilisateurs qui pourront se connecter au bureau depuis leur pro, depuis leur Go sur leur iPad quand ils sont sur le terrain, quand ils sont dans les transports en public, et WebDirect chez un client ou n'importe quoi. Mais le gros avantage, c'est que le pro, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser pour l'utilisateur sur plusieurs de ces machines. Par exemple, vous avez un pro qui travaille au bureau sur un iMac, mais qui à la maison va travailler sur son MacBook ou sur un PC portable. Il pourra utiliser aussi bien, il pourra installer son FileMaker Pro sur ces deux machines. Et le WebDirect, il pourra utiliser depuis n'importe quel. Donc l'idée, c'est de dire, peu importe en fait l'outil, le matériel que vous utilisez, c'est en fait au niveau de l'utilisateur où va tout se gérer, la facilité de pouvoir accéder à cette solution.
Donc au niveau du tarif, dans un tarif donc FLT pour 5 utilisateurs par an, vous serez à 918 euros. Donc en fait, c'est le prix actuel du FileMaker Server plus 5 Pro. Mais maintenant, en fait, vous avez en fait 5 utilisateurs, donc vous avez en fait 5 Pro et 5 connexions concurrentes tout ensemble dans ce pack. Donc au niveau des tarifs, on a quand même gardé en fait les tarifs normaux. Donc il est toujours possible de pouvoir acheter le FileMaker Pro seul à l'unité, donc soit en mode annuel ou perpétuel. De même pour le FileMaker Pro Advanced qui lui ne sera pas incorporé dans les FLT, donc ce sera toujours un achat en plus. Et on peut acheter un FileMaker Server seul si on veut en annuel et en perpétuel, et par-dessous rajouter autant de Pro qu'on le veut ou des connexions concurrentes si on a besoin vraiment d'avoir une utilisation avec des utilisateurs qui sont un peu anonymes. Donc on ne sait pas forcément à qui on va le donner, mais il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir se connecter, mais peu de fois. Bon, par exemple, vous avez 500 personnes potentiellement qui vont se connecter à une solution FileMaker Server, mais pas plus de 5 personnes à la fois. Vous pourrez prendre un FileMaker Server avec 5 connexions concurrentes pour qu'ils puissent se connecter pour soit modifier dans leur agenda ou sur une plateforme d'événements leurs informations. Donc voilà en fait toutes les nouveautés qu'on a mis en place dans la FileMaker 15 qui peuvent être utilisées vraiment très facilement et pour vraiment plus faciliter en fait le développement le plus rapide de votre apps personnalisée et la déployer facilement. Donc juste au niveau de la partie technique, donc pour les configurations, donc le Pro Advanced, toujours les deux dernières versions d'OS X, donc en ce moment 10.11 et 10.10, et pour la partie Windows, le Windows 10, 8.1 et le 7, toujours en version Pro ou Ultimate ou Standard. Au niveau du FileMaker Go, donc tous les appareils dotés depuis iOS 9.3, donc c'est à peu près 85% du marché, et c'est à peu près tous les iPhone 5 ou 4S qui peuvent avoir cette dernière mise à jour de iOS. Au niveau du serveur, donc l'avantage du serveur, c'est que sur le Mac, vous pouvez utiliser El Capitan 10.11, 10.10, avec ou sans le logiciel OS X Server, qui peut être ajouté par-dessus. Et pour les versions Windows, toujours certification avec les versions Windows Server, donc 2012 et 2008. Les versions clients, donc 10 n'étant pas recommandées pour faire des actions d'installation de logiciels qui vont faire du partage de données sur des machines Windows. Au niveau des navigateurs, donc ils vont être compatibles avec toute la partie de FileMaker Web Direct, donc pour tout ce qui est navigateur d'ordinateur de bureau, la dernière version de Safari, Internet Explorer 11, ainsi que Microsoft Edge 25 que vous trouvez sur Windows 10, et la version Chrome 48 au minimum pour le Google Chrome, et les navigateurs mobiles, donc ce sera la dernière version de Mobile Safari 9.5 maintenant sous iOS 9.3, et le Chrome 48 sur tous les Android en version 5 et 6 qui se trouvent sur le marché, donc ils sont à peu près chacun à peu près à 35% du marché. Vous pouvez également utiliser sur des Android version 4 qui ont la dernière mise à jour de Chrome. Je le rappelle toujours, c'est vraiment la version Chrome, Google Chrome, que vous téléchargez directement depuis Google Play Store, et non une version qui aurait pu être mise directement sur votre Android par le fabricant, car ces versions sont parfois modifiées. Donc c'est vraiment la version Chrome qui est à télécharger directement depuis la plateforme de téléchargement de Google. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous désirez plus d'informations ou regarder pour avoir contact avec nos différentes équipes, aussi bien en France qu'en Belgique, en Suisse qu'au Canada, filemaker.com/fr, donc qui vous amènera directement sur la page française de notre site. Là, vous aurez la possibilité de pouvoir télécharger une version d'essai de FileMaker 15, de pouvoir des cas d'études que nous avons faites, récupérer en fait tout numéro de téléphone pour contacter nos équipes commerciales dans différents pays, ainsi que le support client si vous avez certaines demandes ou certaines questions à nous poser. Mais n'hésitez pas à regarder, il y a plein d'informations. Vous avez aussi notre plateforme community, donc community.filemaker.com, sur lequel vous avez des forums de discussion, des informations qui peuvent être utiles pour votre développement de votre apps personnalisée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.